Bonjour Claudia. Bonjour Elodie. Alors on se retrouve aujourd'hui pour mener l'investigation numéro 224, dont tu ne connais pas le sujet. Non. Donc voilà, c'est un protocole qui est fixe, qui est distribué à d'autres binômes dans plusieurs pays et qui se décline en deux parties. La première partie étant fixe et commune à chacun, et la seconde partie va nous permettre d'approfondir les informations recueillies. Alors dis-moi Claudia, es-tu prête? Oui. Ok. Tu veux un décompte à partir de combien? 3. 3? Très bien. Alors, tu t'installes confortablement. Tu prends une profonde inspiration. Très très bien. Et à l'expire, voilà, tu évacues toutes les tensions et toutes les pensées parasites. Très très bien. Et je vais t'accompagner dans le calme. De 3 à 1, palier par palier, pour que tu descendes en profondeur dans cet état d'hypnose. 3, de plus en plus calme, détendu. 2, et 1. Très bien, Claudia. Alors, je compte maintenant de 1 à 3. Et à 3, tu me dis quelle fréquence tu perçois chez ceux qu'on appelle guides spirituels. 1, 2, 3. Et dis-moi ce que tu perçois. Là, je capte une fréquence avec de la bienveillance. Alors, c'est une fréquence humaine avec de la bienveillance et surtout beaucoup de volonté d'aider l'autre. Ok. Prends de la perspective, un peu plus de hauteur. Dis-moi si tu perçois d'autres fréquences concernant ces guides spirituels. Oui, alors je perçois des fréquences non humaines. D'accord. Qui ont je vois un espèce de maillage autour de la Terre. Et elles envoient des fréquences, enfin il y a des fréquences qui sont envoyées de façon technologique et de façon, comment dire, réfléchie et selon un certain canevas. Quelles sont ces fréquences? Alors ce sont des fréquences qui vont être perçues par l'humain comme étant des fréquences légères de joie, d'accompagnement, d'amour, de compréhension, d'accompagnement, de présence. Très bien. Donc c'est perçu comme ça par les humains. Et en Oui. réalité? Alors il y a une espèce de système d'inversion de fréquence. Les fréquences au départ sont différentes. Et en fait, je perçois une fréquence qui va être inversée et qui va être dispatchée selon plusieurs thèmes. Le thème de la bienveillance, le thème de l'amour, voilà, etc. D'accord. Et quelle est la
la nature de cette fréquence inversée en différents thèmes ensuite. En fait, cette fréquence de départ, elle est presque neutre. C'est comme si elle était teintée ensuite par le système d'inversion. C'est comme si elle prenait la forme, enfin la fréquence voulue. Mais au départ, elle est assez neutre. Tu peux me la donner en chiffres, cette fréquence neutre de départ? 9. D'accord, merci. Très bien. Existe-t-il des êtres qui jouent le rôle de guide spirituel pour les humains? Que perçois-tu à ce sujet? Oui, j'en perçois beaucoup. Il y a tout un... Il y a énorme, enfin, de ce que je vois, il y a beaucoup de présence, enfin, de fréquences qui se présentent aux humains sous ces formes-là. D'accord. Alors, la fréquence, enfin, ils adoptent une espèce de forme fréquentielle qui n'est pas la leur. Ils se présentent aux humains comme des guides par rapport à ce qui est attendu par l'humain en question. Ok, Mais observe. ce n'est pas leur fréquence. Ok, décris-en un que tu observes. Focus sur l'un d'eux. Sous quelle forme est-ce qu'il se présente? Alors c'est une espèce de forme là qui, comme je m'approche, ça le gêne, il gesticule, il est pas content en fait. Reste en retrait. Reste en retrait. Tu es juste là pour observer. Ok, très bien. Alors, eh bien, prends l'ADN fréquentiel de ce guide spirituel-là que tu observes et reconstitue sa forme originelle. 1, 2, 3. De ce que je vois là, c'est un être qui le haut du corps ressemble à une forme humaine. Donc je vois une tête, je vois des bras. Alors les bras sont très longs, ils sont plutôt... La forme est comme une espèce de singe. D'accord. Autre chose? Là, je le vois se grandir. Il a cette possibilité de grandir et de grossir. D'accord. Je vois qu'il a aussi la possibilité de changer de forme, puisque là, il a une forme différente. D'accord. Son ADN fréquentiel. Prends-le. Ce sont des chiffres qui apparaissent. Oui, je t'écoute. 22 NZ3. Autre chose? Non, à part de la colère de me sentir là, non. D'accord. Ok, très bien. Quel est le rôle d'un guide spirituel et comment fonctionne-t-il? Alors le rôle, j'en vois deux. J'en vois un qui est destiné à l'humain et un qui est le rôle, la fonction de chaque interférent, de chaque fréquence qui se trouve derrière ce guide, qui est déguisé en guide.
Donc le rôle pour l'humain, c'est le rôle affiché, c'est de pouvoir le guider vers une amélioration de ses conditions d'être, D'accord. avec en ce moment tout ce qui est de l'ordre de le passage à la 5D, toutes ces choses-là. Donc une D'accord. amélioration de l'humain global à D'accord. travers l'humain unitaire. Ok. Et concernant la fonction des fréquences qui apparaissent sous la forme de guide? Bah, la fonction globale que je vois sur tout ce maillage de la Terre, c'est de pouvoir orienter les, les comment dire, les fréquences de curiosité ou d'analyse ou de réflexion ou enfin voilà, de pouvoir orienter toutes ces fréquences dans un axe pour qu'il n'y ait pas de recherche autre, pour D'accord. que ce soit un nouveau troupeau en fait dirigé dans une direction qui est donnée par ce maillage. Donc D'accord. c'est encore un moyen de garder l'humain dans dans des croyances qui sont ensuite gérées par tout ce système fréquentiel de maillage. Ok. Très bien. Quel est leur plan d'existence et de manifestation pour les humains, d'abord, pour ceux que tu qualifies humains? Leur plan d'existence Hmm. pour nous les humains vis-à-vis de ces guides. Alors, j'ai mal formulé. Quel est leur plan d'existence et de manifestation? Donc, toi, tu m'as dit qu'il y avait un rôle pour l'humain et qu'il y avait aussi un rôle euh, pour des fréquences qui sont liées à ce système de maillage. Sur quel plan est-ce que ça se passe? Alors c'est le plan éthérique. Eux, ils vivent dans le plan éthérique. Leur plan de manifestation. Ah oui, alors je vois dans les rêves, à travers les rêves, ils peuvent se manifester aussi chez certaines personnes qui ont des sortes de visions. Mhm. Il y a des manifestations auditives par ce qu'on appelle la canalisation. D'accord. Oui, c'est ce que je vois. Ok. Observe d'un autre point de vue, change de perspective et dis-moi si tu as d'autres informations importantes. Ah, ils peuvent également, comment dire, je les vois entrer dans prendre, enfin entrer dans un être humain Les et entre-dedans. oui, oui, voilà, c'est comme une espèce de possession, mais plus douce que toutes celles qu'on peut voir dans les films à grand spectacle. Et là, ce sont des êtres qui ont un charisme très puissant. Mmh. Et donc, cette espèce de créature, de chose, parle à travers cette, cet humain, cet homme. D'accord. Et donc, c'est comme une espèce de gourou pour des dizaines d'êtres humains. Ok. Très bien. Qu'est-ce que les guides spirituels peuvent faire? La chose qu'ils font le plus, c'est la manipulation. C'est de la manipulation d'êtres humains. D'accord. Donc, par différents biais. Euh, le premier, ce que je vois là, c'est la carotte.
C'est-à-dire qu'il est toujours promis ou dit que oui, ça va aller mieux, oui, il va se passer ça. Il y a toujours beaucoup de choses positives qui sont implantées dans le cerveau. Mhm. Euh, Et qu'est-ce qui se passe ensuite, une fois que c'est implanté dans le cerveau, cette promesse? Eh bien, ça provoque comme une espèce de déconnexion avec la capacité d'analyse sur la réalité des choses. C'est-à-dire que même si la réalité de la vie de la personne est difficile, ça le maintient dans cet état de croyance, de flou, de flottement, qui l'empêche de prendre du recul et de voir qu'il y a une grosse différence entre ce qui est dit et promis et ce qui est vécu. Ok. Change de perspective et de point de vue. Observe plusieurs guides de lumière. Dis-moi s'il y en a certains qui sont capables d'autre chose que de manipuler les humains. Ça revient à ce que j'ai vu tout à l'heure. Certains parlent à travers eux, soit lors de canalisation, soit lors de descente dans la matière, dans l'humain. Mhm. D'accord. Ils peuvent faire, je vois aussi qu'ils peuvent faire apparaître des visions, des choses qui seront vues. Comme par exemple, là je vois une espèce de grande lumière qui descend face à quelqu'un qui est très religieux. Là je vois aussi d'autres soi-disant guides qui se prétendent de Sirius, j'entends le mot Sirius, D'accord. et qui vont donc interagir avec des humains qui ont cette croyance ou cet attrait pour, euh, pour cette planète, par exemple. Très bien. Observe le corps mental. Le corps De, mental d'une personne à qui l'on parle de l'existence de guides spirituels ou de maîtres ascensionnés. une Comment personne qui n'en a pas vu, tu veux dire? Une personne à qui on parle de ça, D'accord. à qui on parle de l'existence de ces Oui. guides spirituels, de ces maîtres ascensionnés, et regarde comment se comporte le corps mental. Là, il y a de la curiosité. Là, je vois de la curiosité, de l'intérêt, de la. C'est comme si ça éveillait quelque chose de ludique. Enfin, c'est sur la personne que j'observe. Hein. Je n'ai pas forcément une généralité. Ok. C'est la question qui est ainsi faite. Ok. Très bien. Selon certaines croyances, chaque personne possède un guide spirituel personnel. Quelle est ta perception à ce sujet? Alors, de ce que je vois du maillage, chaque personne peut effectivement se brancher sur un de ces soi-disant guides spirituels. Tout est prévu pour. Tout est prévu pour que si une personne, dans son déroulement de vie, à un moment donné, euh, active cette fréquence-là, ouvre cette porte-là, tout est prévu pour qu'effectivement ça se mette en place. D'accord. Ok. Alors après, selon la croyance, là par exemple, je vois une personne qui a plusieurs guides spirituels. Ah, pour avoir plusieurs guides spirituels. Oui. Ok. Très bien. Et bien maintenant, observe la partie subliminale lorsqu'elle rentre en contact avec un guide spirituel. Que perçois-tu? Alors, la première image que j'ai vue, c'était qu'elle se débattait et qu'elle refusait cette approche. Ensuite, il y a une autre image, c'est que la partie
subliminale est complètement comme endormie ou soumise ou sans capacité d'analyse et de décision, et elle laisse complètement faire. Il y a des parties subliminales qui ne s'en occupent pas du tout, comme si elles ne le voyaient pas, comme si ça ne la concernait pas. Donc, elles ne sont pas atteintes par ces guides, tu veux dire? Pour certaines, oui. D'accord. Observe d'un autre point de vue. Peut-être Claudia observe avec une autre perspective, prend un peu de recul. Dis-moi si tu perçois d'autres réactions du partie subliminale en contact avec un guide. Là, je percevais une partie subliminale autonome et libre dans son espace de création. Mhm. Et là, il n'y a pas du tout de... Comment dire? C'est comme si cette espèce de soi-disant guide passait à la périphérie de son espace. Il n'y a pas d'interaction. Ok. Est-ce que c'est différent de la partie subliminale que tu observais précédemment? Tu me disais qu'elle, elle ne s'en occupait pas. Oui, alors celle qui ne s'en occupait pas, le guide était dans son espace, ou en interaction avec son espace, mais celle-ci, elle ne s'en apercevait pas. Ah, d'accord. Très bien. On vient de terminer la première partie fixe, donc on va pouvoir approfondir un peu toutes les informations que tu as relevées. Donc, j'aimerais que tu me dises comment c'est possible pour ces êtres dont tu as pris l'ADN tout à l'heure, 22NZ3, comment c'est possible pour eux de se grandir, de changer de forme? Quelle est la condition? Ah, donc tu me demandes d'aller voir un de ces êtres, c'est ça? Oui. Rapproche-toi de l'un d'eux. Un qui est en mesure de se grandir, comme tu m'as dit, de Oui, grossir, de changer de forme. Quelle est la oui. condition pour qu'il puisse faire ça? La condition, je comprends pas. J'en ai un devant moi et je le vois oui, oui, changer de forme, prendre une forme puis une autre. D'accord. Est-ce que pour pouvoir faire ça, c'est une caractéristique de son ADN ou est-ce que c'est parce qu'il est proche de l'espace d'une partie subliminale? C'est une caractéristique de son ADN. D'accord. Très bien. Tu m'expliquais tout à l'heure que certains de ces êtres sont en mesure de posséder un corps. Alors, tu m'as dit en douceur, ça rend les êtres possédés charismatiques et puissants. Est-ce que tu as des exemples dans notre espace-temps Alors ça, d'individus connus? c'était ce que j'observais, c'était pas une généralité. C'était ce que j'avais observé, Oui, que ça le rendait, oui. et dans Oui. les cas de possession comme ça, est-ce que tu perçois quelqu'un de connu? Alors je perçois plusieurs personnes, mais je connais pas les noms. Ce sont des personnes je vois une personne avec un auditoire, il est sur une estrade, Mhm, il parle dans un micro, mhm. c'est une salle neutre, les gens sont devant lui et l'écoutent. D'accord. Ils sont assis sur des chaises, mais je n'ai pas Ok. plus d'informations. Oui. Est-ce qu'il y a des hommes, prend du recul et observe tous ces individus, tous ces êtres humains qui ont à l'intérieur d'eux un être, un guide spirituel qui s'exprime à travers eux? Dis-moi s'il y en a dans les religions. Oui.
Oui, j'en vois, effectivement. Ok. J'en vois au sein d'églises, oui, j'en vois. Au sein d'églises. Est-ce qu'il y en a au sein des hommes politiques? Oui. Ok. Ok. Observe et dis-moi dans quel milieu est-ce qu'il y en a le plus? Comment ça se répartit? Surtout dans les milieux religieux. Surtout dans le milieu religieux. Oui, complètement, oui. Est-ce qu'il y a une religion en particulier où ils sont plus présents? J'ai vu non, je pense que Ok. il y en a dans toutes les religions. Ok. Très bien. Donc, au tout début, lorsque je t'ai demandé de prendre les fréquences de ceux qu'on appelle guides spirituels, tu m'as donné 2 fréquences. Tu m'as donné une fréquence humaine et bienveillante, qui est à la volonté d'aider l'autre. Et tu m'as donné une fréquence non humaine, qui est reliée à ce système, ce maillage autour de la Terre. Donc, j'aimerais que tu me parles de cette fréquence humaine. Rapproche-toi d'une de ces fréquences. Quand tu y es, tu me dis. Oui? Oui, j'y suis Prends son ADN fréquentiel. 100% humain. 100% humain. Ok. Sur quel plan est-ce que cette conscience est? Est-ce que c'est très très proche du corps? Est-ce que c'est... Oui, oui, Oui? oui, très proche du corps, oui. Ok. Y a-t-il un lien particulier entre ce guide spirituel 100% humain et la personne qui le guide sur Terre? J'ai pas compris la question. Est-ce que J'aimerais savoir si les guides spirituels dont la fréquence est humaine, 100% humaine. ah non, mais non, non. En fait, c'est un humain qui se prend pour un guide spirituel. C'est pas un des guides Donc c'est éthériques. D'accord. Donc c'est un incarné dont tu parles. Ah oui, tout à fait, oui. Ok, très bien. Ok. Alors cela veut dire que tous les guides spirituels éthériques sont non humains? Oui ou non? Oui, Oui? oui. Ok. Ok. Alors, j'aimerais que tu observes le corps mental d'une personne qui est déjà en contact avec un guide spirituel. Et j'aimerais que tu me dises comment se comportent les énergies de son corps mental. Je vois pas d'activité particulière différente. Ok. Ouais, je Est-ce vois qu'il y rien a... de particulier. Observe les autres corps, le corps émotionnel? Euh, le corps émotionnel, c'est comme s'il y avait une espèce de gang autour. Il y a quelque chose qui l'entoure. Touche cette fréquence. Oui, c'est celle de cet être, de ce guide. Ok. Observe le corps physique de ce corps émotionnel. Quelles Oui. conséquences ça a sur le corps physique? Ça, ça l'embrouille. C'est ce qui est venu. Ça l'embrouille. Ok. Ça l'embrouille à quel sujet? Euh, ça le coupe de son être profond. Ça le, enfin, ça le coupe.
ça dilue en fait le lien entre lui et sa partie subliminale. Tu es en train de me dire que la partie subliminale alimente du coup différemment son corps physique lorsqu'il y a un guide de lumière qui entre dans son espace? Oui, oui. D'accord. Ok. Ok. Observe la fréquence d'un humain qui n'est pas encore en relation, en lien avec un guide spirituel, et donne-moi sa fréquence. Un être libre, pur. Un être Un humain être avec une humain libre. conscience libre? Ouais. Ah d'accord, ah ok, je vais chercher. 64. 64, ok. Donc cet être humain, tu observes, il rentre en connexion avec un guide spirituel. Donc là, tu veux que j'observe la partie physique de l'humain ou la partie subliminale? Observe la partie subliminale. D'accord. Tu observes cette partie subliminale, je veux que tu observes en fait le mouvement énergétique entre le moment où elle est libre et le moment où le guide spirituel entre en lien avec elle. Donc tu veux dire que je cherche un humain qui se fait interférer, enfin une conscience libre qui se fait interférer par un être de lumière, c'est ça alors en fait? Exactement, Claudia. Ah d'accord, ah j'étais pas du tout sur un humain comme ça alors. Attends, je vais chercher ça alors. Ok, Sa fréquence, elle est à combien, cet humain qui est libre? 27. 27. Et quand le guide entre en lien avec lui, Oui, qu'est-ce que tu veux savoir? bah, la fréquence, Ah la fréquence. 9. 9. Ok, ok. Observe à quel niveau de ces corps énergétiques est-ce que ça se manifeste. Est-ce que c'est le corps émotionnel, corps mental ou corps sexuel? Alors là, je vois encore cette espèce de membrane, enfin de choses qui entourent le corps émotionnel. Hmm. Il y a une diffusion, mais vraiment très douce, très, je sais pas comment dire, ténue, que je n'avais pas vu, qui se voit peu dans le corps mental, Hmm. comme si ça diffusait une espèce de brouillard. Ok, ok. Quelle est la fréquence en chiffres de ce brouillard? Il y a 20 qui est venu. D'accord. Ok, très bien. Tout à l'heure, tu observais le maillage, ce système par lequel les guides spirituels sont en mesure de répondre à chaque être humain. Oui. Oui. Observe, hein, donc prends suffisamment de perspective, de hauteur, pour avoir une vision globale de ce maillage et de me dire, en pourcentage, combien d'êtres humains sont actuellement dans notre espace-temps connectés à un guide spirituel et en relation avec un guide spirituel. 27. 27%? Oui. Ok. J'aimerais que tu observes dans 10 ans et que tu me donnes ce pourcentage dans 10 ans. 54. 54%. Ok. Quelle est la fréquence quand tu observes ces deux espaces-temps? Quelle est quelle est la fréquence qui va permettre cette augmentation? Ça va doubler en 10 ans, cette connexion avec des guides spirituels. La fréquence, c'est tout ce qui est... en fait, c'est comme si les gens étaient en besoin de réponses, de croyances, d'espoir, oui, de quelque chose d'espoir, oui, c'est ça. C'est le besoin d'espoir. C'est le besoin d'espoir. D'accord. Et comment s'y prennent-ils
ces guides spirituels pour provoquer, induire ce besoin d'espoir à l'humanité? Alors ça, c'est pas le maillage des guides qui provoque ça, c'est tout un autre système qui fait que bah, globalement, il y a beaucoup de souffrances sur la Terre créées par diverses choses, des peurs, des insécurités, des souffrances, des violences, des... D'accord? Et toutes ces souffrances, cette insécurité, cette peur, est-ce que ça a une cause ésotérique? Ah oui. Ok. Très bien. Ok. Très bien, Claudia. Écoute, je n'ai plus de questions qui me viennent. Alors, je vais te faire revenir. Donc, je vais faire un décompte de 1 à 3. À 1, tu reviens dans tes fréquences. Tu respires profondément, calmement. À 2, tu reprends conscience de la pièce dans laquelle tu te trouves. Tu crées pour toi des fréquences idéales pour cette belle journée. Et à chaque inspire, à chaque expire, tu les diffuses largement dans ton corps, dans ton esprit, dans toutes les dimensions de ton être, dans chaque cellule, chaque molécule et chaque atome. Et à 3, tu rouvres les yeux et tu reviens ici et maintenant. Bon, Merci. Comment tu te sens, Claudia? ça va, ouais. Ça va? Très bien. Oui, Ok. oui, impeccable. Merci beaucoup. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse,
per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone,
con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, c'è semplice contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro.
come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe.
e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.